Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Voici les principaux titres de ce journal. Au Gabon, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC se tient à Libreville ce mercredi 30 novembre sur les thèmes de la sécurité dans la sous-région. Et je reçois sur ce plateau Daniel Pascal Elono. Il est le chef service du MARAC, entendez, mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale. Nous irons au Rwanda où ils ont convergé par milliers vers la petite ville de Kibeho dans le sud du Rwanda pour célébrer l'anniversaire de la première apparition selon l'église de la Vierge Marie le 28 novembre 1981 à 3 collégiennes rwandaises. Le temps de cette célébration, Kibeho a pris les allures de Lourdes. Et puis en Colombie, un avion transportant une équipe brésilienne de football s'est écrasé lundi soir en Colombie, près de la ville de Medellín, dans le nord-ouest du pays, suite à une panne sèche faisant 76 morts. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons par la page du Gabon. Tout d'abord, la capitale gabonaise abrite ce mercredi le 8e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, une grande messe africaine qui sera présidée par le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui assure la présidence en exercice de l'institution. Occasion pour notre rédaction de plancher sur les attentes de la rencontre. Le regard de Kevin Oswald Kaga et Jospin Bombadianga. Les questions politiques et sécuritaires en Afrique centrale au menu des débats lors de ce sommet des chefs d'État des pays de la CEAC qui se tient ce mercredi dans la capitale gabonaise. La rencontre qui sera présidée par le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, sera l'occasion de mieux appréhender les problématiques qui paralysent certains pays du continent. Il faut que les États coopèrent, il faut que les États définissent des orientations communes. Et en ce sens, c'est dans ce cadre-là que les chefs d'État, les leaders de la sous-région se retrouvent pour ensemble définir des orientations. Ces assises de Libreville sont l'occasion pour les experts d'adopter des plans stratégiques visant à réduire ce qui est qualifié aujourd'hui d'épine dorsale de développement. La tenue de cette grande messe africaine est donc à saluer. Pour le docteur Wali, les questions africaines doivent être réglées par les Africains. Il faut que nous, les Africains, nous comprenions que les solutions à nos problèmes, on ne doit pas les attendre de l'extérieur. Et que donc, il n'y a que nous, les Africains, pour trouver des solutions à nos problèmes africains. Et dans ce cadre-là, il est toujours indiqué pour les chefs d'État et les leaders de l'Afrique centrale de réfléchir aux sorties de crise qui se déroulent dans les États de l'Afrique centrale avant d'attendre toute aide extérieure. Des actions plus concertées sont donc attendues pour contrecarrer les éventuelles crises qui secouent certains pays, à l'exemple de la Centrafrique. Et justement, pour parler de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, nous recevons sur ce plateau Daniel Pascal Elono. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le chef service du MARAC, entendu mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale. Daniel Pascal Elono, parlant de votre service, dont le 8e sommet qui s'ouvre, ce 8e sommet extraordinaire de la CEAC, des chefs d'État, qu'est-ce qui peut justifier un tel sommet, tout simplement? Les sommets extraordinaires de la CEAC sont prévus par les textes. Et ils se réunissent généralement quand une situation urgente se présente. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre une session ordinaire, en cas d'urgence, effectivement, les textes de la communauté prévoient que les chefs d'État et de gouvernement peuvent se retrouver pour justement plancher sur une situation urgente. Et le thème choisi pour ce sommet n'est pas étranger à cela, la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. C'est bien ça. Effectivement, vous suivez l'actualité comme tout le monde. Vous voyez très bien que notre sous-région fait face aujourd'hui à un certain nombre de préoccupations, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Alors, pour en venir à votre service, comment fonctionne généralement votre service MARAC, mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale? Le MARAC est un outil prévu par le COPAX, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, qui s'occupe de l'observation, de la collecte de l'information, de l'analyse aux fins de la prévention des crises et des conflits en Afrique centrale.
C'est ce que nous faisons et son siège est ici à Libreville. Alors sans pour autant trahir les secrets, parce que le sommet s'ouvre seulement ce mercredi, quels peuvent être les objectifs et les attentes de ce sommet extraordinaire? Les objectifs et les attentes s'inscrivent dans la continuité du travail que les chefs d'État et de gouvernement font. Je veux signaler que les chefs d'État et de gouvernement de notre communauté sont en contact permanent et travaillent en permanence, mais il arrive donc que par rapport à ce travail qu'ils font de manière permanente, ils puissent décider de se réunir pour délibérer, pour prendre un certain nombre de décisions. Donc, je ne veux pas trahir les secrets parce que c'est les chefs d'État qui vont nous dire demain ce qu'ils vont décider sur certaines questions urgentes qui aujourd'hui interpellent notre communauté. Alors, ce qui ne nous empêche pas de jeter un petit coup d'œil rapide en terminant sur le programme de ce 8e sommet extraordinaire de la CEAC ce mercredi à Libreville, sachant que certains chefs d'État et de gouvernement sont déjà présents à Libreville. Exactement, madame. Il faut dire que selon les textes de notre communauté, les sessions extraordinaires portent généralement sur un seul point à l'ordre du jour. Et ce point, vous l'avez rappelé, c'est la situation politique et sécuritaire. Donc, demain, après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement vont entrer en huis clos. Et ce huis clos est restreint. Et à l'issue de ce huis clos, il y aura un communiqué final où, effectivement, les décisions qui auront été prises par les chefs d'État et de gouvernement seront communiquées. Et après ce huis clos et la lecture du communiqué final, il y aura certainement la cérémonie de clôture. Donc c'est un sommet qui se tient en une seule journée. Merci Daniel Pascal Elono d'être passé nous apporter ces compléments d'information. Je rappelle en terminant que vous êtes le chef service du MARAC, entendez, mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, et ce sommet extraordinaire sera retransmis en direct tant sur Gabon Télévision que sur Gabon 24 à suivre, parce que nous suivrons cette actualité minute après minute, et revenez nous voir peut-être pour un autre complément d'infos, qui sait. C'est bon que vous remercie, madame. Et à plus. Merci à vous. Alors, poursuivons ce journal et toujours d'actualité au terme du sommet de la francophonie qui s'est tenu du 26 au 27 novembre dernier à Antananarivo, à Madagascar, et qui s'est soldé, entre autres, par la création d'une instance au sein de l'organisation internationale, instance qui aura pour but l'égalité entre hommes et femmes. Pour le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilibizé, cette résolution rentre dans la décennie de la femme. En témoigne ce compte rendu de Mirandangué. Au sortir du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar du 26 au 27 novembre, un sommet qui a vu la participation de nombreux chefs d'État, dont Ali Bongo Ondimba, a été entre autres marqué par la prise d'une résolution à l'initiative du Gabon sur l'égalité homme-femme. Veiller à l'égalité homme-femme. C'est un engagement très intéressant et très fort qui intègre de manière tout à fait juste l'objectif 5 du programme de développement durable des Nations Unies visant à établir l'égalité homme-femme, et ça rentre également dans le cadre de la décennie de la femme décidée au Gabon depuis 2015. Durant ce sommet, Madagascar en a profité pour engager une nouvelle dynamique économique avec ses partenaires à quelques jours de la conférence des bailleurs qui doit se tenir à Paris les 1er et 2 décembre. Via l'organisation de ce sommet, la Grande Île signe ainsi son retour sur la scène internationale. Le ministère gabonais de l'économie forestière et la Banque africaine de développement ont lancé ce mardi à Libreville l'atelier du programme d'appui à l'initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière forêt-bois au Gabon. Lariska Lormamengi et Nina Masunga Ibwanga nous en disent un peu plus. 994 877 160 francs CFA, c'est le montant à hauteur duquel la Banque africaine de développement va financer les études de préparation du programme d'appui à l'initiative Gabon Vert. Les dites études visent 1. à préparer le programme d'appui à l'initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière bois, forêt-bois. 2. réaliser l'étude de faisabilité d'une bourse de bois. Et 3. réaliser, au bénéfice de la Société nationale de bois, l'étude de faisabilité de la production industrielle d'énergie verte à partir des sous-produits d'exploitation et de transformation des bois.
Pour le ministre délégué à l'économie forestière, ce programme est placé dans la perspective de soutenir la transition du Gabon vers une économie verte. De plus, il permet d'apporter des réponses aux problèmes de chômage des jeunes diplômés dans ce secteur. La préservation de la biodiversité ne doit pas être un obstacle à la lutte contre la pauvreté. Au contraire, elle doit contribuer à la réduction des inégalités sociales par la diversification des piliers de croissance et la création de richesses et d'emplois durables. Avec l'approbation de sa nouvelle stratégie d'intervention au Gabon pour les 5 prochaines années, la BAD voudrait retrouver son rang de premier partenaire multilatéral de développement du Gabon avec plus de 75% des engagements des partenaires techniques et financiers. Au Gabon, la Direction centrale des ressources humaines du ministère de la fonction publique procède depuis lundi à une opération d'identification des modalités d'organisation de la gestion des bons de caisse du mois de novembre. De nombreux agents effectuent le déplacement depuis lors pour se faire enregistrer. Le constat dans ce reportage de Bienvenue Nelkem, Katia Sandon. Ambiance inhabituelle à Libreville, au ministère de la fonction publique. Les agents de l'État non identifiés se font enregistrer dans le cadre du nouveau système de gestion de l'agent public. C'est une opération normale de gestion parce que, en notre qualité de gestionnaire de l'agent public, nous devons savoir qui est payé, qui travaille et où est-ce qu'il travaille et pourquoi il est payé. Et comme vous le savez, je l'avais déjà dit la semaine dernière sur vos antennes d'ailleurs, que l'État paie après service fait. Et il se trouve que beaucoup d'agents de l'État perçoivent les salaires sans travailler. Et ce qui n'est pas du tout normal parce que chaque agent qui touche un salaire doit le justifier par une présence au poste. De nombreux agents présents ce mardi pour se faire enregistrer ne savent pas encore vraiment pourquoi ils ont été appelés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été mis sur bonne caisse. Déjà, c'est une situation que j'ai constatée lorsque je suis allé m'imprégner de la situation le 25 au matin dans un GAB BGFI. Et puis je constate que mon solde est à 0 francs. J'étais obligé d'appeler mon gestionnaire qui m'explique qu'il faudrait que je retourne près de la solde pour m'imprégner de la situation. Ben voilà, la solde, je me retrouve à la Direction centrale des ressources humaines de la fonction publique. Démarré lundi, l'opération des modalités d'organisation de la gestion des bons de caisse du mois de novembre 2016 va durer une semaine. Et toujours dans le cadre de cette réforme de l'administration gabonaise, le Premier ministre a décidé de mettre sur bon de caisse la solde de certains agents publics renseignés comme inconnus des services, absents ou exerçant dans les services hors de l'administration, aux fins de clarifier et de régulariser leur situation. Retrouvons Bienvenue Nelkem et Katia Sandon. Des guichets mis en place au ministère de la fonction publique pour la distribution des bons de caisse aux agents absents des services sans justification, aux agents inconnus des services de leurs départements respectifs, aux agents en service dans les établissements publics ou privés, aux agents des collectivités locales, ainsi que ceux sans affectation. Si vous justifiez de votre présence au poste, si vous justifiez que vous travaillez, il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas votre bon de caisse, puisque le bon de caisse n'est pas une sanction. Le bon de caisse est tout simplement un moyen de vérification pour nous permettre de savoir où est-ce que vous êtes. Si vous dites que je suis à OIM, alors que dans le fichier fonction publique et solde, vous émargez à Koulamoutou, nous vous mettons dans le fichier OIM. Et à partir de ce moment, le mois suivant, vous sortirez à OIM. On appuie au ministère de la fonction publique celui de l'égalité des chances, afin de veiller à ce que chaque agent de l'État soit traité de façon équitable. Le ministère de la fonction publique et moi travaillons dans le sens de l'équité. Cette situation de clarté va permettre de savoir combien de fonctionnaires sont utilisés et combien ne le sont pas pour permettre la réorganisation, la réaffectation de ces personnels ou alors un autre mode de gestion. L'assainissement des effectifs de la masse salariale s'effectuera aussi dans le reste du pays et sera supervisé par le gouverneur de la province. Les studios de la première chaîne nationale, Gabon Télévision, font peau neuve avec les travaux de réfection et l'équipement de matériel de dernière génération, plusieurs services de la production à la diffusion. Le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique a fait le tour du propriétaire ce mardi, dis-je bien, pour s'enquérir de l'avancée des travaux. En témoigne ce regard de Lariska Lormamengi et Joël Tatou.
En marge de sa conférence de presse, le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique, Alain-Claude Billié-Binzé, a profité de sa présence dans les locaux de Gabon Télévision pour visiter les 3 studios récemment innovés par ses soins pour réoxygéner ce média d'État en vue de franchir un palier dans la diffusion numérique. Il a commencé par le studio Plateau News au rez-de-chaussée, dont les travaux ont démarré le mois de mars dernier, avec un décor et un matériel entièrement rénové qui va accueillir dans les tout prochains jours la matinale et le journal télévisé. Il a ensuite enchaîné par la radio panafricaine dont les travaux et l'installation du matériel totalement numérique est déjà terminée. Il ne reste plus qu'à mettre à jour la formation des différentes équipes qui vont mettre cette nouvelle radio en marche. Il a ensuite poursuivi sa visite par la salle de montage, entièrement équipée, avec à la clé de nouveaux logiciels futuristes, dignes des studios de production hollywoodiens. Et pour finir, le ministre d'État a bouclé sa visite par la salle de diffusion totalement numérisée. Il faut dire que Gabon Télévision est actuellement numérisée et diffuse désormais en 16/9 haute définition. Le ministre d'État a consenti à moderniser la chaîne nationale avec la mise en place d'un système de réseau de la production à la diffusion pour que le numérique à la première chaîne de télévision ne soit plus un vain mot. Reste maintenant au personnel de faire des efforts dans l'utilisation et l'entretien des infrastructures mises à leur disposition. J'en viens à la deuxième journée des escales documentaires de Libreville avec la seconde et dernière projection de la soirée, le dernier conseil de Jean-Claude Chézial, un film documentaire qui met en exergue les différents rites traditionnels du Gabon, de l'Afrique et du monde. Jamila Mbengman. Après la projection d'Ombre et Lumière d'une légende de Madjé Kiyongo en hommage à Philippe Maury, celle du réalisateur français Jean-Claude Chézial, Le Dernier Conseil, qui relate l'expérience spirituelle de 13 grands-mères indigènes qui se retrouvent à New York en 2004 et créent le Conseil international de 13 grands-mères. Et parmi ces femmes, la grand-mère Bernadette met en pratique son savoir-faire en matière de médecine traditionnelle et par ricochet les rites traditionnels du Gabon au-delà des frontières. Une valorisation du patrimoine culturel gabonais au travers du premier documentaire, mais aussi, surtout, au travers du deuxième documentaire sur les 13 grands-mères, où la grand-mère gabonaise, Madame Rebieno, a démontré son savoir-faire, sa dextérité. On la voit réellement à l'aise au milieu de ces femmes venues de tous les coins du monde. Honneur a ainsi été fait à la culture gabonaise lors de cette cérémonie solennelle qui a réuni les cinéastes qui souhaitent que leur art soit un peu plus considéré en multipliant ce type d'événements. Il faut pérenniser toujours ces manifestations-là. Il faut faire des films, toujours faire des films, des documentaires pour enseigner les uns et les autres. Rappelant que des projections auront également lieu à l'intérieur du pays. Aussi, des prix seront décernés à la cérémonie de clôture des escales documentaires, à savoir le prix Charles Mensa et le prix de la jeunesse. Tournons la page du Gabon avec l'équipe d'experts du COCAN déjà en compétition à plus d'un mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Gabon en janvier prochain. Le comité d'organisation s'active pour la réussite de cet événement entre réunions techniques, accréditation et coups de peinture. Les chantiers sont nombreux et s'accélèrent. Le point avec Kenny Ongori, Jospin Bombadianga. Les réunions techniques s'enchaînent, concertation dans les couloirs. Il faut tout mettre au point avant le jour J. Dans les bureaux, la concentration est totale. Dans les allées et autres salles, on met la dernière couche de peinture pour embellir les locaux. La CAN 2017 arrive à grands pas et toutes les commissions sont d'ores et déjà à pied d'œuvre. Le comité d'organisation de la CAN 2017 est à pied d'œuvre depuis plus d'une année maintenant. Et à moins de 2 mois, nous sommes prêts à organiser cet important événement qui est le 3e événement footballistique au monde. Quant aux accréditations de l'événement, elle connaît ses succès et pour faciliter l'accès à tous les médias, des mécanismes ont vu le jour. La commission communication du COCAN a mis en place un accompagnement qui permet aux reporters qui sont sur les 4 sites qui vont accueillir la compétition de pouvoir se faire inscrire sur la plateforme de la Confédération africaine de football. Donc nous accompagnons les caméramans, les journalistes gabonais, que ce soit ceux de la télévision, de la radio, de la presse en ligne, de la presse écrite. Nous accompagnons ces reporters-là dans ce processus d'accréditation sur la plateforme dédiée de la Confédération africaine de football. À ce jour, le stade de l'amitié de la commune d'Akanda, dans la province de l'Estuaire, qui abrite les locaux du COCAN,
lui-même est en phase de connaître un rafraîchissement. La CAN 2017 s'annonce déjà dans les esprits et le regard de chacun au comité d'organisation. On est déjà en pleine compétition avec le temps. La page Afrique de cette session s'ouvre en Gambie et plus que 48 heures avant que le président gambien Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, ne soit confronté pour la première fois à une véritable menace aux urnes lors de la présidentielle de jeudi prochain face à une opposition en bloc unie derrière un seul candidat. Le reportage. Il s'est emparé du pouvoir il y a 22 ans par un coup d'État. Aujourd'hui, le président gambien Yahya Jammeh a officiellement appelé à une élection libre, mais espère tout de même remporter son 5e mandat. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis meilleur que tout autre que vous pourriez avoir. Pour l'opposition, cette élection a allumé une lueur d'espoir. Des nombres records de manifestants ont envahi les rues du pays. On veut du changement, on en a marre de lui. Il est là depuis 22 ans maintenant. Ça suffit, ça suffit. Adama Barrow, un ancien agent de sécurité à Londres, a réussi à rassembler l'opposition autour de sa candidature. Gambien, c'est notre seule chance de le chasser du pouvoir. Si nous échouons, nous nous mordrons les doigts. C'est notre seule chance. Profitons-en au maximum. Les défenseurs des droits de l'homme accusent le gouvernement d'emprisonnement arbitraire. À l'approche des élections, les arrestations visant les hommes politiques de tous bords et les journalistes se multiplient. Un climat d'intimidation qui risque de peser lourd jeudi sur la décision des Gambiens. Toujours d'actualité au Zimbabwe, le lancement lundi de la nouvelle monnaie du pays censée remédier au manque de liquidité qui asphyxie son économie malgré les vives réticences d'une population encore traumatisée par l'hyperinflation du début des années 2000. Les détails dans ce récit de Iris Boussougou. Très attendu depuis des semaines, des premiers billets d'obligation selon la dénomination officielle d'un montant de 2 à 5 dollars imprimés par la Banque centrale ont fait leur apparition dans les rues de la capitale zimbabwéenne Harare. Je pense que c'est une idée bienvenue parce que nous avions des contraintes financières. Le gouvernement de Harare a adopté le dollar américain et le rand sud-africain en 2009 après une hausse vertigineuse de prix qui a atteint jusqu'à 500 milliards et fait perdre toute sa valeur au dollar zimbabwéen. Malgré une vaste campagne d'information officielle, l'annonce du lancement de la nouvelle monnaie a causé ces dernières semaines un mouvement de panique de la population. Je n'aime pas trop ces billets d'obligation, car en 2008, ils ont introduit les chèques aux porteurs et ils ont simplement disparu dans les banques et nous n'avions aucun avantage du tout. Dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980, le Zimbabwe est plongé dans une grave crise économique. Près des 3/4 de ses 16 millions d'habitants vivent aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté et 90% de la population active n'a pas d'emploi formel. Et je vous l'annonçais à l'entame, au Rwanda, des milliers de fidèles ont convergé ce lundi vers la petite ville de Kibeho, dans le sud du Rwanda, à l'occasion des célébrations annuelles marquant l'anniversaire de la première apparition, selon l'église de la Vierge Marie, le 28 novembre 1981, à 3 collégiennes rwandaises. Le lieu est devenu Lourdes en miniature dans ce pays des 1000 collines. Jamila Mbengman. Sur le parvis de l'église en briques, face à une estrade entourée de drapeaux bleus et jaunes, les fidèles se massent, certains assis dans l'herbe pour assister à la messe en plein air, dite en Kinyarwanda, en français et en anglais. Ils sont des milliers de pèlerins à avoir convergé ce lundi vers le sanctuaire de Kibeho pour l'anniversaire de cette première apparition de la Vierge Marie. On voulait montrer ce lieu très significatif de prière où les gens, les chrétiens cherchent du réconfort et du soulagement. Alors, c'est un très bon jour aujourd'hui. Petite bourgade isolée, Kibeho est devenue un lieu de pèlerinage en 2001. L'Église catholique a reconnu l'authenticité des participants de la Vierge Marie en 1981 et au cours des années suivantes à 3 adolescentes rwandaises, Alphonsine Moumereke, Nathalie et Marie-Claire. C'est la coutume. Nous venons chaque fois ici
on prie avec des autres qui viennent dans d'autres diocèses. Maintenant, il y a des gens qui passent la nuit ici, il y a des gens qui viennent même le matin. Maintenant, nous aussi, nous sommes venus avec des convois. Grace Maurice, 31 ans, venu de l'Ouganda voisin, dit avoir vu plus tôt cette année un jeune garçon paralysé retrouver l'usage de ses membres après s'être recueilli dans la chapelle des apparitions, l'ancien doctorat de l'école secondaire où la Vierge Marie se serait manifestée aux 3 collégiennes. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord, en Colombie, tel qu'annoncé en titre, un avion transportant une équipe brésilienne de football s'est écrasé lundi soir en Colombie, près de Medellín, au nord-ouest du pays, faisant 76 morts et quelques rescapés. La panne sèche serait l'une des causes de cet accident, en témoigne ce compte-rendu de Jamila Benman. Un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia, qui transportait au total 81 personnes, dont 72 passagers et 9 membres d'équipage, s'est écrasé dans une zone montagneuse du secteur du Cerro Gordo, sur la commune de La Unión, à environ 50 km de Medellín, deuxième ville de Colombie. 5 personnes ont été secourues et 25 cadavres récupérés dans une zone d'accès très difficile, a déclaré Elkin Osorio, maire de La Ceja, municipalité voisine du lieu de l'accident, à Blue Radio. L'avion parti du Brésil avait fait une escale en Bolivie avant de se diriger vers la Colombie. L'aéroport José María Cordova de Rio Negro, qui dessert Medellín et où devrait atterrir l'appareil, avait précédemment fait état dans un communiqué de 6 survivants. Mais l'un d'eux est décédé durant son transfert vers un hôpital. Les rescapés sont 3 des footballeurs du club brésilien de Chapecoense, Danilo, Jackson Follman et Alan Ruschel, ainsi que 2 membres d'équipage. Ils ont été blessés et transférés dans des hôpitaux du secteur selon la radio Caracol. Les opérations de recherche ont dû être suspendues en raison des mauvaises conditions climatiques et devraient reprendre ce mardi à partir de 6h heure locale, 11h GMT, a par ailleurs précisé le maire de La Ceja. L'aéroport avait un peu plus tôt précisé qu'en raison de la mauvaise visibilité due à de fortes pluies, l'accès au site de l'accident n'était possible que par voie terrestre. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se tient à Libreville ce mercredi 30 novembre sur les thèmes de la sécurité dans la sous-région. Nous étions au Rwanda où ils ont convergé par milliers vers la petite ville de Kibeho dans le sud du pays pour célébrer l'anniversaire de la première apparition selon l'église de la Vierge Marie le 28 novembre 1981 à 3 collégiennes rwandaises. Le temps de cette célébration, Kibeho a pris les allures de Lourdes. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, ainsi se referme votre grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire.